Allô, bonjour, chers amis. Malheureusement, on ne se connaît pas. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Et on est là pour discuter. Je fais aussi ma part. Merci aussi pour votre disponibilité. C'est bien, Monsieur Atanchi, on n'a plus à se présenter. Je suis de l'ANC, je suis secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques à l'ANC et vice-président de la commission des affaires électorales. Je suis disponible pour vous écouter et réagir par rapport à vos questions, donner, si possible, des explications par rapport à la thématique qui est retenue. Ensemble, on verra comment expliquer la situation aux compatriotes. Je me répète encore, merci pour votre disponibilité. Je crois qu'on est en train de commencer l'entretien comme ça. Oui, pour votre question, je voudrais encore vous remercier pour l'effort que vous faites pour nous aider à nous faire entendre et à nous faire comprendre. Mais avant de répondre à la question sur la réforme, permettez-moi de faire une mise au point au sujet de cette réaction que vous venez de citer dans votre question. Oui, numéro 1. On ne peut pas nous faire du bien à notre place. C'est de façon résumée ce qu'il a dit, ce responsable politique. Certainement oui. Nous n'avons pas la même conviction politique, telles que les choses se passent dans le pays. Nous n'avons pas les mêmes idéologies et de manière plus précise, nous n'avons pas les mêmes informations ou la même compréhension en ce qui concerne la réforme du cadre électoral. Ni de la procédure pour y aboutir, ni du contenu. C'est-à-dire, sur la question concernant les mesures positives à prendre par l'État du Togo, représenté par le gouvernement, pour mettre en pratique le droit de participer aux affaires politiques publiques, tel que recommandé par le PIDCP. Vous savez, ce que nous faisons en matière de réforme électorale, c'est un processus, j'allais même dire que ça fait partie du droit international en matière électorale. Parce que ces dispositions qui sont prévues et protégées par le PIDC, pardon, j'allais dire le PIDCP, c'est-à-dire le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et auquel l'État du Togo a souscrit. On ne peut pas non plus oublier la constitution togolaise qui a repris ces éléments-là. Dans ces conditions, comme je suis en train de le dire, il est normal que celui que vous venez de citer se comporte ainsi, si vraiment il le fait de manière honnête. Mais en tant que politique, s'il se comporte ainsi, ce serait très grave parce qu'il est de ressort, il est plutôt de son ressort, de suffisamment s'informer sur la nature de ce que l'on discute et de ses conséquences sur les processus électoraux au Togo. À ce propos, en ce qui concerne la réforme électorale, il n'y a pas de demi-mesure pour la définition. Il n'y a pas de demi-mesure pour la définition des mesures positives permettant d'organiser des élections transparentes et honnêtes. Ce sera encore plus grave si c'est parce qu'aujourd'hui, ils se sentent proches du pouvoir en place. De toutes les façons, j'ai des précisions, des détails à faire sur la question. On aura certainement l'occasion de revenir
pour situer les compatriotes. Parce qu'en réalité, tel que les gens le disent, c'est comme si les réformes électorales, c'est un truc qui doit être fait selon le consentement des politiques. Et on accepte ceci, on n'accepte pas cela, alors que c'est des clauses qui partent depuis le droit international jusque-là. Je dis, je reviendrai. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. Maintenant, revenons à votre question. Vous dites que les gens disent, ou bien comme les gens pensent qu'il y a eu des avancées sur la réforme du cadre électoral et de la gestion des élections. C'est ce que vous dites. Certains parlent même de grandes avancées. Certains parlent même de grandes avancées. Évidemment, ils ne savent pas de quoi on parle. Vous savez, depuis combien d'années nous nous battons dans ce pays pour les réformes du cadre électoral? Je disais, depuis combien d'années on est en train de se battre dans ce pays pour les réformes du cadre électoral? Je peux citer au moins depuis 1990. Ça fait déjà 23 ans. Mais s'il faut un quart de siècle pour définir les règles du jeu, c'est-à-dire les règles des élections qui sont déjà protégées par l'article 25 du PIDCP, c'est-à-dire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et l'observation 25 du CD, du Comité des droits de l'homme de l'ONU, à partir desquels l'État n'avait qu'à définir les mesures positives. Cela veut dire qu'au Togo, nous avons des problèmes. Nous avons de sérieux problèmes. Donc, ceux qui parlent d'avancée doivent savoir qu'ils ignorent les questions du développement. Pour démarrer le développement, on vous dit, vous avez 100 mètres à parcourir, 100 mètres à faire. 1 mètre pour une bonne réforme électorale qui prenne en compte les normes internationales. Donc, 100 mètres font 100 réformes pour les élections démocratiques. Aujourd'hui, par exemple, il a fallu 25 ans, je dis bien 25 ans, pour faire une réforme qui tienne compte des normes internationales. Il a fallu 25 ans, environ 25 ans, pour faire une réforme qui tienne compte des normes internationales. Donc, pour faire les 100 mètres là, si on a fait 25 ans pour faire 1 mètre, donc pour faire les 100 mètres, avant d'aboutir et de démarrer le développement, il nous faut 2500 ans. 2500. Voilà l'avancée dont parlent les gens. Il faut 2500 années pour tenir les réformes pour des élections démocratiques avant de démarrer le développement. Voilà l'illustration que moi j'ai voulu faire pour que les gens comprennent de quoi il est question. Ceux qui parlent de grandes avancées. Il faut attendre 25 ans pour faire une réforme. Et dire, bon, on a fait de grandes avancées, attendons encore 25 ans pour mettre encore un pas en avant. Voilà ce que moi je comprends par rapport à ce que les gens disent. C'est pourquoi je dis, ou bien les gens ne savent pas de quoi on parle. Ou bien ils ne savent pas de quoi on parle. Si vraiment ils savent de quoi on parle, ils ne peuvent pas dire qu'il y a de grandes avancées. Je vais donner un exemple. C'est ça la question. Pour illustrer mes intentions. Pour démarrer le développement, par exemple, on vous dit, vous avez 100 mètres à parcourir. Donc, 1 mètre pour une bonne réforme électorale qui prenne en compte les normes internationales. De manière honnête, ce que je retiens de ces conclusions publiées par la CNAP et des lois votées tout récemment à l'Assemblée nationale, sur les 52 points publiés, en réalité, il y a le statut de l'opposition qui n'avait pas été comptabilisé dans leur rapport, dans leur conclusion. Donc, en réalité, ça fait 52 points, non 51. Donc,
Sur les 52 points publiés relevant de la conclusion de la CNAP, seul le point sur la nouvelle reprise générale, je dis bien la nouvelle reprise générale du recensement électoral national biométrique est le point que je crois être celui qui est retenu sur la centaine de propositions détaillées identifiées par l'ANC. C'est-à-dire, c'est le recensement qui doit être repris de bout en bout. C'est le seul point là que moi, je pense, qui est réalisé, qui est retenu sur la centaine de points que l'ANC a identifiés et sur lesquels elle a pensé discuter. Encore, je vous rappelle que nous avons discuté sur une partie des points retenus par l'ANC. La seconde partie n'a pas été abordée parce que le dialogue a été clôturé de manière précipitée. Oui, et par rapport à votre question, vous parlez de l'idéal en matière de réforme. Non, il ne faut pas être aussi philosophique. Ce que nous disons, ce n'est pas une affaire théorique ni imaginaire. Non, non, c'est pas ça. Il s'agit de faire ce qu'il faut faire pour une élection démocratique, juste et équitable, pour la paix et le développement. Une élection qui doit être, c'est-à-dire ce que l'on doit être fait, doit être basé sur les normes internationales en matière électorale. Je l'avais dit tout à l'heure que ce n'est pas une question de demi-mesure. Ce n'est pas une question de les autres sont favorables, les autres ne sont pas favorables et vous, vous êtes favorable. Donc, vous ne vous entendez pas. Ce n'est pas ça. C'est des dispositions du droit international qui sont protégées. J'ai cité tout à l'heure le PDCP. C'est des trucs qui sont protégés. On a affaire ou bien on n'a pas affaire. Il n'y a pas de demi-mesure en matière de réforme électorale. C'est-à-dire toutes les dispositions, la définition, la définition des mesures positives pouvant permettre la mise en œuvre d'élections démocratiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous le souhaitez, je vais vous donner, j'ai identifié 16 points. 16 points parmi les points discutés qui ont été, bon, discutés, c'est relatif aussi. J'allais dire plutôt les points qui sont publiés par la concertation. J'ai identifié 16 points sur lesquels je veux revenir pour préciser mes intentions. Quand on parle, par exemple, du type de CENI, la CENI, c'est l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Nous parlons de quel type de CENI il s'agit. Nous avons dit à l'ANC qu'il nous faut une CENI politique, une CENI indépendante et constitutionnalisée. Le pouvoir en place dit qu'il faut une CENI politique. C'est là la contradiction entre nous. Et d'où vient la contradiction? C'est que depuis 1999, à l'accord 4 de Lomé, la classe politique togolaise a opté pour une CENI indépendante. Une CENI indépendante. Là, je suis obligé de donner quelques précisions sur la CENI indépendante. C'est-à-dire, d'une façon globale, il y a 3 types d'organismes de gestion des élections. D'une façon globale. Il y a le type gouvernemental. C'est un organisme de gestion des élections qui est régenté par le gouvernement en place, qui
peut confier à un de ses ministères. Dans certains pays, c'est le ministère chargé de l'Intérieur. Chez nous, par exemple, le ministère de l'administration territoriale. Dans certains pays, c'est peut-être le ministère chargé de la justice. Dans d'autres pays, c'est peut-être le ministère chargé de l'information. Vous voyez? Donc, le type gouvernemental, c'est un organisme de gestion qui est régenté par le gouvernement, le pouvoir en place. Il y a un autre type que nous appelons le type mixte. Mixte, c'est à la fois une partie qui est régentée par le gouvernement et une partie qui est régentée par les partis politiques. Vous voyez? Et par exemple, ça là, ce type, c'est ce que nous avons aujourd'hui, par exemple, en France. C'est ce que nous avons aujourd'hui, par exemple, au Sénégal. Ouais. J'ai cité des pays où l'administration est plus ou moins dépolitisée. Ouais. Le type mixte, la partie gouvernementale s'occupe de l'organisation du processus. Ouais. Et la partie qui est gérée par les partis politiques s'occupe du contrôle, de la supervision. Le troisième type de CENI, d'organisme de gestion des élections, c'est l'organisme indépendant. Indépendant des corps constitués, indépendant surtout du gouvernement et d'un ministère qui sera désigné pour organiser les élections. Chez nous au Togo, le ministère en charge des élections, c'est le ministère de l'administration territoriale. Donc, le type indépendant, c'est ce type d'organisme des élections que les partis politiques togolais ont choisi comme organisme chargé d'organiser les élections au Togo. Et dans ces conditions, il doit être indépendant de tous les corps constitués, en particulier de l'exécutif. C'est là le problème. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que la loi électorale que nous avons au Togo aujourd'hui, la loi électorale, c'est-à-dire le code électoral que nous avons au Togo, depuis plusieurs années, a toujours énoncé en début, et aujourd'hui la loi électorale en vigueur l'a énoncé à son article 4, qui dit la CENI, c'est-à-dire l'organisme de gestion des élections au Togo, c'est ça que nous appelons la CENI, est une autorité administrative indépendante. Cela veut dire que cet article est en étroite évolue dans le sens, c'est-à-dire dans l'option d'organisme de gestion des élections choisi par la classe politique togolaise. Et jusqu'à aujourd'hui, la classe politique togolaise n'a jamais n'est jamais revenu sur cette position d'avoir comme commission électorale une commission électorale indépendante. C'est pourquoi nous disons, attention, là où le bas blesse, ce qui est encore grave, c'est que après l'avoir annoncé dans la loi électorale, à partir de l'article 5 et 6, non, l'article 6 plutôt, l'article 6 de cette même loi électorale en vigueur, le gouvernement commence par violer l'article 4 qui énonce que la CENI est une commission électorale indépendante. L'article 6 et l'article 11, je crois. C'est pourquoi nous disons qu'on doit rendre la commission électorale, l'organisation électorale du Togo, on doit la rendre indépendante de bout en bout. C'est-à-dire qu'à partir de l'article 6, ils associent le ministère de l'administration territoriale dans la gestion des élections. L'article 6 et l'article 11. On ne peut pas énoncer déjà en début de la loi que la commission électorale est indépendante
est une autorité administrative indépendante et dans la même loi, on implique le ministère de l'administration électorale dans la gestion du processus. Vous voyez, c'est ça qui est grave. Je voudrais donner une précision sur les articles. Parce que ça nous permet de bien comprendre les choses. L'article 4 dit, la CENI est une autorité administrative indépendante. À ce titre, elle dispose des prérogatives de puissance publique. Vous voyez? Elle dispose, c'est-à-dire, elle peut contraindre toute personne, toute personnalité, de l'administration ou pas, à respecter la loi, à faire appliquer la loi. Ce qui est dit à l'article 4. Donc je rectifie, ce n'est pas l'article 11, c'est plutôt l'article 6, je l'ai cité. Déjà à l'article 6, toujours dans ce même code, il dit, l'État met à la disposition de la CENI les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent pour l'accomplissement de ses missions. L'État met à la disposition de la CENI. Non, on ne peut pas dire que l'État met à la disposition. À partir du moment où la CENI est indépendante, l'État ne peut pas mettre à sa disposition. Cela veut dire que l'État vient dedans. Il vient faire ce qu'il veut là. Non. Mais c'est ce qui s'est passé quand l'État, vous vous souvenez, les élections présidentielles de 2010-2015, quand l'État a, comment on appelle ça, a commis lui-même, par le ministère de l'administration territoriale, des experts, des Ivoiriens, des Béninois comme à Ghana et tout ça là, qui sont là et qui modifient les choses à la CENI. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez que le ministère de l'administration territoriale a passé lui-même là la commande des cartes électorales, alors qu'en ce moment-là, on ne savait pas celui qui devait être le président de la CENI. Oui. Vous vous souvenez que l'État n'a même pas lancé d'appel d'offres international pour le recrutement comment on appelle ça, de la société qui doit être chargée de faire le recensement électoral et de gérer le fichier électoral. Mais non, l'État n'a pas à mettre à la disposition de la CENI. On doit dire on doit dire, il a dit, l'État met à la disposition de la CENI les moyens nécessaires à son fonctionnement. Non, l'État, à la demande de la CENI, c'est à la demande de la CENI. Et suivant cette demande-là, il doit avoir l'élaboration d'un protocole. Dans quelles conditions cela doit être fait? Si on met ça, l'État ne peut plus, par le ministère de l'administration territoriale, s'immiscer dans la gestion de la CENI. Vous voyez, l'article 6 va déjà en contradiction par rapport à une CENI indépendante. Et nous revenons, ce n'est pas l'article 11 dont je parlais, c'est plutôt l'article 9. Il est dit, la CENI procède avec le concours du ministère chargé de... Non! On ramène encore l'État, le gouvernement dedans. Or, la CENI est une autorité indépendante. Ça force déjà de bout en bout. Même toutes les discussions que nous sommes en train de faire sur tel point, tel point, tel point, à partir du moment où la CENI n'est pas indépendante, si on ne corrige pas les points 6, les articles 6 et 9 qui impliquent l'État dans la gestion des élections au Togo, on ne s'en sortira jamais. C'est pourquoi nous disons que nous réitérons cela, que les partis politiques ont opté pour une commission électorale nationale indépendante. Maintenant, pourquoi nous disons que la CENI doit être politique? Non, ce n'est pas le propre du Togo. C'est une commission multipartite, une commission politique. C'est une commission qui est destinée aux pays qui sont en train de en début de démocratie. Les pays qui sont en début de démocratie. Vous voyez? Quand la démocratie va s'asseoir, tout le monde aura compris la démocratie, on pourra sortir de cette étape d'une CENI politique. Mais aujourd'hui, vous-même vous le savez, le Togo, l'administration togolaise est une administration
qui est fortement politisé. Donc, on ne peut rien. Qui peut avoir confiance à une personnalité qui va nous dire qu'il ne soutient pas un parti politique? Ce n'est pas vrai. Qu'il soit expert ou pas, qu'il soit administrateur électoral ou pas, il a une position politique. Et dans ce Togo aujourd'hui, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2015, 2010, 2015, les dernières élections qui sont passées là, où on voit même les gens manipuler des bulletins de vote dans la rue. Et jusque-là, aucun individu, qu'il soit même de mon parti, la ANC, qu'il soit de UNI, n'a jamais été sanctionné. Parce que j'ai posé le problème là-bas, au dialogue, les gens ont dit, le ministre m'a répondu, oui, qu'il a vu des gens de l'ANC qui avaient aussi des bulletins. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous empêchait de prendre les dispositions pour que ceux qui sont en train de manipuler les bulletins le jour du scrutin, qu'ils soient de l'opposition ou bien de la majorité, soient sanctionnés? Personne n'a jamais été sanctionné. Donc, je viens de parler de la série indépendante. Je viens en train de parler de la CENI politique. Nous avons ajouté, nous, que la CENI doit être désormais constitutionnalisée. Vous ne pouvez pas mettre sur pied une structure chargée des élections et qui va mettre sur pied une structure chargée des élections qui doit faire la vie du pays, la paix, le développement, et que cette structure ne soit pas constitutionnalisée. On laisse cette structure-là à la disposition d'un ministre, qu'il soit de l'administration territoriale ou pas. Et chaque année, il a la liberté, la latitude de manipuler cette institution autant qu'il voudra. Parce qu'on nous dira que la CENI n'est pas constitutionnalisée. Et c'est ce qui se passe. On ne veut jamais mettre la CENI dans un cadre. Qu'est-ce que je dis? Il s'agit même de cadre. Dans un mandat. On ne veut pas mettre la CENI dans un mandat comme la Cour constitutionnelle, comme la HAC, etc., pour que la CENI puisse travailler correctement. On préfère lui donner un mandat d'1 an, parce que quand vous allez bien faire, on peut vous reconduire. Quand vous n'allez pas bien faire, bon, on va vous sanctionner. Mais ça fait qu'on peut manipuler même les membres de la CENI. Ça fait qu'on peut manipuler à partir du moment où la personnalité qui a envoyé la CENI veut être reconduite à la CENI l'année suivante, mais elle sera obligée, si elle n'est pas responsable, de respecter ce qui sur lui sera dicté. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Elle voudra respecter tout ce que le gouvernement ou bien le ministre voudra lui dicter. C'est plus facile au niveau du gouvernement. C'est pourquoi j'insiste sur ça. Donc, la CENI doit être constitutionnalisée. Mais il y a même ce problème-là. On ne va pas en parler ici. On en parlera au niveau de la composition. Mais on n'en peut pas envoyer n'importe qui à la CENI sous prétexte que oui, que non. Mais c'est ça. On envoie des gens qui n'ont aucune notion de la gestion électorale, de la gouvernance électorale, qui est aussi une spécialité qu'on envoie à la CENI, et puis on ne trouve rien de sérieux. Est-ce qu'on peut envoyer n'importe qui à la Cour constitutionnelle? Parce que nous envoyons aussi n'importe qui à la CENI. C'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. Tant qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui à la Cour constitutionnelle, on ne doit pas envoyer n'importe qui, par exemple, à la HAC. La personne doit être imbibée des notions de la communication, de l'information, des tests juridiques afférents, etc., etc., avant d'être là-bas. On ne doit pas envoyer aussi n'importe qui à la CENI. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous disons que la CENI doit être constitutionnalisée. Voilà les 3 éléments que nous, à la LCN, nous avons proposés, et le gouvernement ne parle que de CENI politique. Le gouvernement ne parle que de CENI politique. Voilà. J'ai même entendu quelqu'un dire la dernière fois écrire la dernière fois sur son poste qu'au moment où on prenait la décision, que c'était une décision consensuelle et que M. Atanchi n'a même pas réagi. Je dis, moi, M. Atanchi maîtrise de bout en bout, au bout des doigts, ces tests. Toutes ces thématiques.
il maîtrise bien ses textes. Il sait de quoi il parle. M. Atanji n'a pas réagi. Mais lorsque M. Atanji réagissait et démontrait et expliquait à M. le ministre de l'administration ce jour-là que le représentant de l'administration qui se fait même encore, parce qu'il est à la CENI, il se fait même représenter dans les CENI, il se fait représenter même dans les bureaux de vote. Et c'est ceux-là qui organisent la fraude dans les CENI et dans les bureaux de vote, même dans les CLC. Quelle a été la réaction du représentant de l'UNI au dialogue le jour-là? Monsieur Akleso m'a répondu, nous avons droit, de manière violente, hein, nous avons droit d'avoir des représentants de l'administration à la CENI. Nous en avons droit. Mais le ministre qui présidait la séance ne s'est même pas retenu. Lui aussi, il a repris la phrase que M. Akleso a faite. Nous avons droit. C'est notre droit d'avoir un représentant à la CENI. Souvenez-vous, c'est ça ce qui s'est passé le jour-là, quand je réagissais. Donc, qu'on ne nous distrait pas avec des déclarations, bien des écrits qui n'ont aucun sens. Et on me dit aussi que la décision a été prise de manière consensuelle. Quel consensus? Nous contestons la répartition. Nous contestons le représentant de l'administration. Quel consensus y a-t-il? Vous voulez qu'on crie comme au marché avant qu'on ne sache que nous contestons la décision qui est prise? Non, nous l'avons déjà expliqué. On n'a plus besoin de crier. Donc, en ce qui concerne comment on appelle ça, la composition de la CENI, je me résume pour dire que nous contestons la composition telle que le ministre ou bien le gouvernement l'a retenue. Nous disons qu'il faut revenir à la composition qui a été faite par la CEDEAO. 8 plus 8. 8 de l'opposition, 8 de la majorité et un président qui sera désigné de manière consensuelle par l'ensemble de l'opposition et de la majorité. Voilà ce que nous retenons. Le point 2, c'est sur la composition de la CENI. Le problème fondamental là-bas, nous disons, bon, le gouvernement dit 17 membres, nous ne sommes pas contre le nombre de personnalités à envoyer à la CENI, mais le problème fondamental se trouve au niveau d'abord de la distribution de ces 17 membres entre l'opposition et la majorité. Le gouvernement a dit 7 membres pour la majorité parlementaire, 7 membres pour l'opposition, dont 4 pour l'opposition parlementaire et 3 pour l'opposition extra-parlementaire. 2 pour la société civile et 1 représentant de l'administration. Nous sommes contre cette répartition. Nous disons que dans ce pays, il y a eu des problèmes. Au moins, ça là, la CEDEAO a pu trouver une solution au moins à ça. La CEDEAO a proposé qu'il faut 8 pour l'opposition, 8 pour la majorité. Et 1 a désigné de manière consensuelle pour diriger la CENI en tant que président. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu des problèmes, il y a eu clash en 2018. C'est parce qu'à un moment donné, au lieu de nous aider à nous entendre sur le 17e pour assurer le poste de président, la CEDEAO nous a faussé compagnie, et sans le dire. Ce n'est pas le débat. Mais nous disons que ce test-là n'a pas été appliqué, c'est le moment de l'appliquer. Il faut 8 pour l'opposition, 8 pour la majorité et 1 pour diriger la CENI qui sera trouvé de manière consensuelle entre l'opposition et la majorité. C'est ce que nous soutenons. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça que nous soutenons. Mais nous avons tiré à l'attention du gouvernement. Nous avons attiré l'attention du gouvernement que cherche le représentant de l'administration dans la composition de la CENI. La CENI est indépendante. Et ce qui est encore grave, le représentant de l'administration, alors que le parti au pouvoir a déjà à lui seul 7 membres, vous voyez, il va s'ajouter encore un membre
de l'administration. Ça lui fait à lui seul 8. Et quand on doit compter, par exemple, notre opposition parlementaire aujourd'hui, vous imaginez. Alors, vous pensez que nous pourrons être d'accord que si on doit faire la vraie répartition des choses maintenant, c'est qu'en réalité, il y a un membre de la société civile qui doit être désigné par l'opposition, si je comprends bien, à moins qu'on nous dise autre chose, 3 de l'opposition parlementaire, pardon, de l'opposition extra-parlementaire, ça fait 4. Et tout le reste, là, c'est de l'autre côté. Et tout le reste, c'est de l'autre côté. Donc, ça pose problème. Eh bien, sur les 16 points que j'ai retenus, je viens de parler seulement que de 2 points. Hein. Bon, si on doit évoluer avec le quatrième, la quatrième question, bon, tant mieux, moi, j'avance. Et si nous avons été soutenus par nos collègues de l'opposition, bon, avec les collègues de l'opposition extra-parlementaire, bien sûr, on se rejoint. On se rejoint sur la plupart des points. Il n'y a pas non plus d'acrimonie. Il n'y a pas eu de rancœur, du moins de manière superficielle. Mais avec nos collègues de l'opposition parlementaire, il faut dire comment les choses se sont passées. Certes, il n'y a pas eu d'acrimonie non plus avec eux, mais je constate que lorsqu'il nous arrive de nous expliquer sur certains points, certaines situations frauduleuses en matière électorale, nous constatons qu'ils manifestent des attitudes de gens qui sont convaincus de ce que nous disons. Il arrive même que certains parmi eux soutiennent publiquement nos propositions. Oui, je l'ai vu une, 2 fois, sinon plusieurs fois. Il arrive que certains parmi eux soutiennent publiquement nos propositions. Mais dès que le ministre constate le ralliement, il pose un veto qui ne dit pas son nom jusqu'à la fin de la séance. Après, c'est la cuisine qui tranche. Et le revirement se constate. Vous voyez? La cuisine tranche. Et le revirement se constate. Voilà ce que je peux dire quant à ce qui concerne la collaboration avec les collègues de l'opposition parlementaire et ceux de l'opposition. Si je dois revenir sur, par exemple, le mandat des membres de la CENI, ouais, je l'ai expliqué tout à l'heure quand je disais que au lieu que la CENI ait un mandat d'un an, et qu'on nous dise aujourd'hui que des gens vont assumer, vont assurer une permanence, non, qu'il faut mettre la CENI à 5 ans. À 5 ans. Ça permet à tous les membres de la CENI d'avoir un mandat de 5 ans. Peut-être non renouvelable. On n'a pas besoin de faire nécessairement 2 mandats de 10 ans. C'est déjà trop. 5 ou 6 ans, un mandat non renouvelable. Et à tout le monde, tous les membres de la CENI. De manière à ce que tous les membres puissent assurer un cycle électoral. Hein, un cycle électoral qui tourne autour de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. On aura déroulé tout un processus au niveau des 3 phases, la phase préélectorale, la phase électorale, la phase post-électorale. C'est ce que j'expliquais. Maintenant, parlons de la création des cellules. La création des cellules. Nous disons à l'ANC que le Togo, ce n'est pas nous qui avons demandé au gouvernement d'enclencher et de multiplier les communes. Hein. Le gouvernement a opté, notre position était différente au niveau de l'opposition.
le gouvernement a opté pour une décentralisation intégrale. Tant mieux. Et dans cette décentralisation intégrale, le gouvernement a opté pour la multiplicité de communes. Je dis bien multiplicité. Le Togo n'a pas besoin de 117 communes. Aujourd'hui, là où nous sommes là. Et vous allez voir très bientôt la capacité du gouvernement à soutenir les communes. D'ici 1 an, 2 ans, vous allez voir ce que ça va donner. On n'est pas là pour ça. À partir de cet instant que le gouvernement a opté pour une décentralisation intégrale et a créé 117 communes, nous avons dit qu'il faut que chaque commune ait sa commission électorale indépendante. Chaque commune ait sa scellée. Le gouvernement dit que une CELI peut diriger 2 à 3 communes. C'est-à-dire 2 à 3 communes peuvent être sous la coupole d'une CELI. Nous disons non, que ce n'est pas une bonne chose. C'est ça qui, ça encourage la fraude électorale. Dans quel sens ça encourage la fraude électorale? Parce qu'un président de CELI, magistrat soit-il, un président de CELI ne peut pas, en ce moment-là, seul président, s'occuper sur de manière précise les travaux de la centralisation, de la compilation, de la validation, d'élaboration des procès verbaux de 2 voire 3 communes à la fois, sans créer les conditions de fraude électorale. Parce que si le président de la CELI doit faire le travail commune par commune, tel que la loi le dit, cela veut dire que si ce président a 2 communes à gérer, mais il doit s'occuper d'une commune avant d'entamer les travaux de la seconde commune. Le temps de venir sur la seconde commune, les gens ont eu le temps de manipuler les bulletins de vote et autres là, les procès-verbaux. Puis encore, nous irons à 3 communes. Donc le temps de venir à la seconde commune et d'aller à la 3e commune, ça là, on a créé les conditions de fraude. C'est pourquoi nous disons que chaque commune doit avoir sa CELI présidée par un président. Et le travail sera fait de manière pratique. Beaucoup de fraudes, les fraudes seront limitées. Vous voyez? Or, le gouvernement dit qu'il faut créer, qu'il y aura des CELI qui auront sous leur coupole 2 ou 3 communes. Ça, nous disons bravo à la fraude. Toujours au niveau des CELI, vous vous souvenez, en 2015, élection présidentielle. Donc je disais, en 2015, quand nous étions à la CENI, vous vous souvenez qu'il y avait eu de sérieux problèmes à la CENI à la fin de les élections, quand on était là pour faire le recensement général des votes. Nous avons dit, et ce qui n'a jamais été contredit, nous avons vu des présidents de CELI qui avaient manipulé les résultats sur instruction. Cela a été fait dans les préfectures, à l'intérieur des préfectures, avant que ces résultats n'arrivent à Lomé. Et des résultats des CELI ont été manipulés dans l'enceinte même de la CENI. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun magistrat n'a été sanctionné pour ça. Aucun magistrat n'a été sanctionné pour ça. Et on dit encore aujourd'hui que ce sont les magistrats qui seront présidents de CELI. Non, on a dit que ce n'est pas possible. Au même moment où le président de la Cour suprême dit « Oh là 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 !» Je suis d'accord que tous les magistrats ne font pas de la fraude. Je suis d'accord que tous les magistrats ne sont pas
comment dit-on, ne sont pas corrompus. Je suis d'accord. Mais toujours est-il qu'il y a des brebis galeuses. Et à partir du moment où des choses sont passées devant nous et les magistrats n'ont pas été sanctionnés, aucun magistrat ne s'est plaint d'ailleurs qu'il a reçu de pression pour faire ceci, pour faire cela. Aucun magistrat n'a fait une telle déclaration pour fustiger la gestion des élections à la CENI. Aucun. Et aujourd'hui, on dit encore que ce sont les magistrats qui seront présidents des CENI. Est-ce qualité? Il y a problème. Donc, nous contestons aussi la direction des CENI par les magistrats. Ouais. Il y a aussi le fait que, à partir, ils sont d'accord pour qu'on reprenne d'une façon générale le recensement électoral. Mais comment ce recensement électoral sera-t-il fait? Nous avons dit que désormais, là, comme ça se fait un peu partout, là, la loi l'a dit là, que pour que l'on se fasse recenser ou bien enrôler sur une liste électorale, l'électeur âgé de 18 ans doit avoir sa carte nationale d'identité. Tous les électeurs, sans exception. Donc, il faut faire établir aux Togolais en âge de voter. Il faut faire établir aux Togolais en âge de voter leur carte nationale d'identité. Cela veut dire que cela doit être fait en audience foraine. Et pour avoir accès à une carte nationale d'identité, avant ça, il faut faire établir le certificat de nationalité aux Togolais qui n'en ont pas de manière gratuite. Il faut leur faire établir le certificat de nationalité togolais de manière gratuite pour qu'ils aient les deux papiers-là pour aller se faire une carte nationale d'identité. Je me souviens, en 99, et puis après, l'Union européenne était prête. L'Union européenne a demandé au gouvernement de lui adresser seulement la demande pour qu'elle puisse investir de l'argent ou bien mettre à la disposition du Togo les moyens financiers pour demander aux juges d'aller en audience foraine établir les cartes, les actes de naissance, certificat de nationalité et carte nationale d'identité au Togolais. Mais le gouvernement togolais a refusé. Nous en sommes là depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Donc nous disons pour nous aujourd'hui, il faut établir les cartes nationales d'identité aux Togolais en âge de voter au moins de manière gratuite avant que ceux-ci n'aillent se faire recenser pour les élections. Évoluons en même temps avec le contrôle des électeurs le jour du vote. Ça évolue avec le recensement électoral. Vous savez, le recensement électoral qui se fait est un recensement biométrique. On enregistre les empreintes digitales, on prend la photo, tout ça là. On collecte toutes ces informations biométriques personnelles. C'est dans la carte. Tout ça là est dans la carte. C'est pour savoir que le jour du vote, le porteur de la carte là, le porteur de la carte est vraiment celui-là. Mais on est en système biométrique et le moment de contrôler si vraiment le porteur de la carte est celui-là, le jour du vote, on ne le fait pas. C'est pourquoi nous disons que cette fois-ci, il faut que le porteur de la carte et la carte soient contrôlés à l'entrée du vote le jour du vote, à l'entrée du bureau de vote le jour du vote. C'est-à-dire que le premier contrôle, quand vous arrivez, c'est ça que nous appelons le double contrôle. Le premier contrôle, quand vous arrivez à l'entrée du bureau de vote, vous présentez votre carte. C'est un contrôle physique. On prend la carte, on regarde votre photo, oui, c'est vous. Votre nom, vous donnez votre nom, c'est ça qui est marqué sur la carte. On va voir sur la liste affichée à l'entrée du bureau de vote. Oui, c'est votre nom, votre photo, hier.
Ça, c'est le premier contrôle qui est un contrôle physique. Le deuxième contrôle est le contrôle biométrique. Parce que le jour-là, quand on vous faisait la carte, on a enregistré votre empreinte digitale, un peu de tout. On a pris votre photo, tout. Tout ça là, c'est dans la machine. Nous avons demandé que cette fois-ci, comme ça se fait au Ghana depuis des années, comme ça se fait au Nigeria, comme ça se fait en Côte d'Ivoire, un peu partout, que le Togo aussi prenne les dispositions pour que dans chaque bureau de vote, il y ait une tablette de contrôle biométrique. Comme ça se fait, vous arrivez dans le bureau de vote après le premier contrôle, le contrôle physique, vous mettez votre empreinte digitale sur la machine, sur l'écran de la machine, de cette tablette-là. Si c'est vous qui êtes enregistré avec ce numéro-là, tout de suite, la machine fait sortir votre photo, votre nom, c'est-à-dire vos références. Nom, prénom, filiation, tout ça, ça apparaît. Et là, vous êtes autorisé à rentrer dans le bureau de vote pour aller voter. Si la machine ne fait pas sortir votre photo, tout ça, cela veut dire que la machine ne vous connaît pas. C'est ça que nous appelons le double contrôle. Contrôle physique et contrôle biométrique. Et qu'est-ce que le gouvernement dit? Le gouvernement dit non, que c'est quel... le gouvernement dit non, qu'ils vont essayer. Qu'ils vont essayer. On va essayer quoi? On va essayer quoi? Je vais vous lire ce que le gouvernement a dit. Cette nouvelle disposition fera l'objet d'une expérimentation à l'occasion des élections régionales. Expérimentation, pourquoi? Non. Le gouvernement a pris la disposition pour que, aux prochaines élections régionales, ça soit appliqué dans tous les bureaux de vote. Une élection, c'est une élection. 25 ans, on en parlait depuis. Il y a aussi la question concernant l'authentification des bulletins de vote. Vous savez que depuis un certain temps, avec l'arrivée du bulletin unique de vote, c'était la fraude à grande échelle. On prévotait et on introduisait dans les urnes. Nous avions proposé depuis plusieurs années déjà que l'on puisse signer les bulletins qu'on engage dans les bureaux de vote par deux personnes. Un membre de l'opposition, un membre de la majorité. Ce que le gouvernement a toujours refusé. Et il est revenu de Ouagadougou avec cette histoire d'hologramme. Ce que vous appelez les timbres là, qu'on appose sur les bulletins de vote. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Et c'est devenu une faute à grande échelle. Les hologrammes sont mis à la disposition de certaines personnes qui les apposent sur des bulletins. On prévote les bulletins et on vient, on amène ça dans les urnes et on amène ça dans les bureaux de vote, on les introduit dans les urnes et personne ne contrôle quoi que ce soit. On ne sanctionne personne. Donc, au cours des discussions, nous sommes revenus encore sur les signatures. Le gouvernement est resté figé sur les hologrammes parce que c'est très facile pour la fraude. Finalement, on s'entend que et les hologrammes et les deux signatures seront apposées sur les bulletins. Et finalement, pour le gouvernement, c'est que, et c'est ce qu'ils ont intégré dans la loi électorale, que quand il y aura des problèmes dans le bureau de vote sur l'authentification et la traçabilité des bulletins de vote, que ce qui fera foi, c'est l'hologramme. Mais on dirait, comment l'hologramme peut faire foi? Alors que la position de l'hologramme sur le bulletin de vote a aussi des critères. A aussi les critères. D'abord, le premier critère, est-ce que l'hologramme qui est dans le bureau de vote, c'est l'hologramme que la CENI a introduit dans le bureau de vote? Est-ce que c'est l'hologramme officiel? Deuxième critère, la position de l'hologramme, comme des signatures aussi, hein, la position
de l'hologramme sur le bulletin de vote, l'emplacement de la position doit être tiré au choix par chaque bureau de vote. Est-ce que la position de l'hologramme a été faite à l'emplacement tiré au sort? Vous voyez tout ça là? Est-ce que mais un peu de tout, il y aura des critères, tant pour l'hologramme, tant pour les signatures. Est-ce que les signatures sont celles de leurs auteurs? Est-ce que l'emplacement choisi pour déposer les signatures, est-ce que c'est là où se trouve la signature? Voilà tout ça là qu'il faut mettre en œuvre. Donc on ne peut pas dire que... Mais quand par exemple la position de, de l'hologramme sur le bulletin a été faite à un endroit qui n'a pas été choisi par le bureau de vote, est-ce que ce bulletin-là est valable? Non, ce bulletin n'est pas valable. Parce qu'au moment de la fraude, celui qui a prévoté le bulletin, celui qui a prévoté le bulletin, ne sait pas que l'emplacement choisi, c'est l'emplacement X. Il est allé poser l'hologramme à l'emplacement Z. Donc il y a un problème. Il faut vérifier tout ça. Donc il revient à la série de définir tous ces critères-là avant de lancer le processus. Maintenant, si dans la loi, tout de suite, on dit que euh, quand il y a un problème, c'est l'hologramme qui fait foi, et bien, on crée la catastrophe dans les bureaux de vote. On encourage, on encourage la fraude. Je voudrais parler aussi, par exemple, du vote par procuration. Oh là 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 là. Nous avons dit que tout ça, il faut supprimer tout ça. Il faut supprimer tout ça. Même quand on met la gestion des procurations à la discussion des présidents de CELI, c'est eux qui encouragent, on multiplie comment on appelle ça, les procurations à l'intention des électeurs fictifs qu'on distribue aux jeunes et qui rentrent dans les bureaux de vote pour aller voter. Nous avons dit qu'en réalité, il faut cesser tout ça là. Tout ce qu'on appelle vote par procuration, il faut arrêter, il faut sursoir, il faut supprimer ça. De même, le vote par anticipation des forces armées et de sécurité là, il faut supprimer ça de manière à permettre aux forces armées et de sécurité de voter le même jour que les autres citoyens. C'est ça, c'est ce que nous avons dit. Parce que ça profite, on veut maintenir. Toujours pour encourager la fraude. Il y a aussi un autre problème que c'est la compilation des résultats dans les CELI. On nous dit, la compilation des résultats dans les CELI, c'est le point 18 par exemple, qu'il y aura seulement 2 documents, comment on appelle ça, que la compilation sera faite commune par commune, on est d'accord. Mais les fiches de compilation des résultats dans les CELI se font en un exemplaire original et une copie. Un exemplaire original et une copie. Et que l'exemplaire original est envoyé à la CENI et la copie est gardée à la CENI. Quand un parti politique ou bien un candidat veut voir les résultats, ces résultats, il doit aller à la CENI. Vous voyez que si la CENI refuse, la CENI, on dit le président de la CENI n'est pas là. Le président de la CENI, on dit le président de la CENI n'est pas là, il est allé à Lomé. On bloque tout. Ouais, on bloque tout. Il vient le mettre à la CENI, il veut voir le résultat. Les gens de la CENI n'ont pas le temps. On ne voit même personne. D'abord, on l'empêche même de rentrer au sein de la CENI. Ce n'est pas possible. Comment un État le gouvernement peut encourager la fraude comme ça? Il ne peut pas avoir une fiche de résultat il ne peut pas avoir seulement un exemplaire original
de fiche de résultat et une copie. Ce n'est pas possible. Non. Exemplaire original et une copie dans la destination, une pour la CENI, une pour la CENI. Non, 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 non. Mais c'est quoi les partis politiques alors? C'est quoi les partis politiques? À la rigueur, ce qu'on peut accepter, c'est de mettre à la disposition de chaque parti représenté à la CENI une copie de résultat. Mettre à la disposition de la CENI, de chaque parti politique, membre de la CENI, une copie de résultat par CENI, de chaque CENI. Comment on centralise les résultats au niveau de la CENI et les membres des partis politiques n'ont pas copié? Non, c'est pas possible, c'est inadmissible. C'est qu'on encourage la fraude. On veut empêcher les partis politiques d'avoir accès aux résultats et de se plaindre tout de suite déjà à partir de la CENI. Parce qu'il ne faut pas attendre que les gens envoient les résultats à la CENI avant de commencer par se plaindre. Dès qu'on constate à la CENI, pardon, qu'il y a problème, il faut commencer par rectifier ça à la CENI. Donc, de grâce, c'est ce que nous contestons. Il ne peut pas avoir seulement un exemplaire et une copie. Et l'exemplaire est envoyé à la CENI, la copie est gardée à la CENI, où on ne trouve même pas les membres de la CENI. Ou même les membres de la CENI représentant les partis politiques n'ont même pas accès. Ça veut dire quoi ça? Il faut prendre les discussions pour que les représentants des partis politiques membres de la CENI aient copie des résultats de chaque CENI. En ce qui concerne le vote de la diaspora, le problème fondamental au niveau de la diaspora se pose au niveau de la composition des CELI. Des CELI, des CLC et des bureaux de vote. La loi dit que c'est un agent représentant l'ambassadeur sera président de CELI, de CLC et de BV. Non. Non. Ouais. Non. D'abord, en réalité, on n'a pas besoin d'un représentant de l'ambassadeur dans la CELI de la diaspora ou bien dans les CLC et les bureaux de vote. Non, on n'a pas besoin. C'est ce que nous disons au niveau des représentants de l'administration. On n'en a pas besoin parce que la CENI est indépendante. On a besoin d'avoir le représentant de la CENI à Lomé pour diriger les CELI, les CLC, les bureaux de vote dans la diaspora. C'est ça que nous contestons. Représentant de l'ambassadeur, non. C'est la confusion et on facilite la manipulation des résultats. C'est ce que nous disons au niveau de la diaspora. Vous savez, il y a aussi la centralisation et le recensement général des votes au niveau de la CENI. Certes, la loi a dit que la compilation et le recensement des votes se fera commune par... Non, la loi dit que tout cela se fera CELI par CELI. C'est-à-dire que dans une CELI, il y aura 2 ou 3 communes. Tout cela sera fondu en un résultat. CELI, c'est, par exemple, CELI d'Akebou. Non, c'est un peu... Je prends par exemple, il faut avoir une idée sur une préfecture qui a 2, 3 communes. Bon, allons-y. Une préfecture qui a 2, 3 communes, on dit, bon, on crée dans cette préfecture-là une CELI. Cela veut dire que les résultats de la commune numéro 1, les résultats de la commune numéro 2, les résultats de la commune numéro 3 seront fondus en un seul résultat. Nous disons jamais. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça à la CENI. On ne peut pas fondre les résultats d'une commune dans une autre commune. À la CENI, il faut donner les résultats commune par commune. Dans le tableau récapitulatif, ça permet à chaque commune de vérifier si les résultats que la CENI est en train de publier là sont ces résultats. Au lieu de fondre pour devenir un résultat
et dire que c'est le résultat de 3 communes, comment on peut le savoir? C'est créer les conditions de la fraude. Nous contestons cela. Nous contestons cela. Et je vais clôturer parce que ça devient très long. Les gens risquent de ne pas. Bien sûr. Mes propos, pardon. Mes exemples, oui. Mes exemples par la question concernant la répartition du nombre de conseillers par région. Le nombre de conseillers par région. Vous savez, on l'a souvent dit que la répartition se fait de manière qui ne respecte pas les normes internationales en matière électorale. On l'avait dit, et nous le disions depuis plusieurs années pour les élections législatives. On n'a jamais été entendu. Ça a été fait pour les élections communales. Et c'est encore fait maintenant pour les élections. C'est encore prévu pour les élections régionales. Je vais donner l'exemple. Et pour ça, j'entends même quelqu'un dire que nous qui contestons cette répartition des députés dans les élections électorales et dans les régions, les conseils régionaux dans les régions, que c'est nous qui sommes tribalistes. Très flagrant. Très, très, très flagrant. Et je vous dis que la répartition des députés se fait sur la base de la démographie. C'est ce que disent la loi. C'est ce que disent les normes internationales. Pour ça, là, pour les normes, je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça pour donner les détails. Je l'ai dit entre-temps. Pour donner les détails. Ce n'est pas nous qui inventons. Les tests sont là. Le droit international en matière électorale a organisé tout ça. Le droit international en matière électorale a organisé tout ça. Ce n'est pas une affaire de... eux, ils sont plus nombreux que vous, ils ne sont pas d'accord, donc vous voyez, ce que vous dites ne peut pas passer. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut définir ça selon les normes internationales, c'est tout. Quand j'entends dire qu'ils sont plus nombreux que nous, ils ne sont pas d'accord, ça nous amène où? Je prends le cas de Lomé. Avec plus d'1,5 million et quelques mille, on a mis 10 députés. Alors que selon les calculs, il faut 23 députés pour Grand Lomé, c'est-à-dire les préfectures d'Aguenivé et du Golfe. Il faut 23 députés. On a mis 10 députés. Quand on fait tout ça là, et on dit que nous qui le disons, c'est nous qui sommes tribalistes, c'est plutôt ceux qui le font qui sont tribalistes. Les choses se passent comme si nos frères, et nos frères du Nord le savent, ils le comprennent, puisque moi j'en ai discuté avec eux. Moi j'en ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Ils le savent. Ils sont en train comment dit-on, de les utiliser pour régler leurs besoins. Mais quand vous faites ça, ça se fait comme si les autres députés sont plus importants que les députés du Sud. Du moins dans certaines grandes parties du Sud. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas nous qui développons le tribalisme, c'est plutôt le gouvernement qui développe le tribalisme. Le gouvernement n'avait qu'à organiser, répartir les députés, les conseils régionaux sur la base démographique. C'est tout.
C'est tout ce qu'on dit. Si je dois aller dans les détails, ça va nous prendre du temps. Donc, le principe même, c'est la base démographique. Pourquoi les Béninois le font? Pourquoi les Ghanéens le font? Les Ivoiriens le font. Les Burkinabés le font. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Nous sommes des sots, quoi. Nous sommes des ignorants. Non, 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 non. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, en ce qui concerne le tableau d'études comparatives qui avait été fait, c'est ce tableau-là que j'ai utilisé tout à l'heure pour vous présenter ce que je viens de tenir. C'est-à-dire les questions 3 et 2, 3 rejoignent encore la question 5. Est-ce que nous sommes satisfaits de l'exploitation qui avait été faite par les médias de ce document? Non, est-ce que les journalistes ont fait ce qu'ils peuvent faire, hein? Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui est bien à les oreilles ouvertes et qui vous dit qu'il est sourd d'oreille, mais qu'est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez rien. Donc, quel que soit ce que vous dites, il vous dira qu'il est sourd d'oreille. Donc, il nous appartient, nous, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous continuons à faire. Nous allons poursuivre la communication, sensibiliser suffisamment nos compatriotes sur le deal qui se fait par le pouvoir péténien pour se maintenir au pouvoir. Et de manière à ce que chaque Togolais puisse apprécier à sa juste mesure ce deal-là pour que nous puissions nous libérer à un moment donné de la dictature. On ne peut plus continuer comme ça. Et le problème fondamental, je l'ai énoncé, quelque part, je disais que la démarche des réformes, c'est la même chose qui se fait depuis des années. Or, c'est une démarche frauduleuse. C'est une démarche qu'on sait d'avance que ça va aboutir à ce qu'eux, ils veulent. On ne peut pas faire des réformes électorales comme ça. Réunir les partis politiques pour dire, est-ce que vous êtes d'accord pour ceci? Ah bon, eux, ils sont d'accord, ils sont plus nombreux que vous, donc vous n'êtes pas nombreux. Ce que vous dites là, ça ne peut pas passer. Non, on ne peut pas faire des réformes comme ça. Les règles du jeu, c'est comme ça, on va définir les règles du jeu. Ce qu'on est en train de faire depuis 25 ans là. Non! Ce n'est pas comme ça. Dans tous les pays, ce n'est pas comme ça qu'on définit les règles du jeu pour l'élection démocratique. On se base sur les normes internationales en matière électorale. On demande, on met sur pied une équipe d'experts électoraux qui se réunissent. Peut-être 2, 3, 4. Et on demande à des partis politiques qui ont aussi des experts à leur sein de dégager 2, 3 qui s'ajoutent à 2, 3, 4. Donc, disons, 5, 6, 7 personnes qui font le travail sur 1 mois, 2 mois, au maximum, présentent le travail au gouvernement, expliquent au gouvernement et l'instruction qui doit être donnée à cette équipe-là, c'est d'élaborer une nouvelle loi électorale qui prend en compte toutes les dispositions des normes internationales, basées sur une commission électorale, basée sur un organisme de gestion indépendant. 2 instructions. Une loi électorale qui favorise la transparence, qui amène à une élection démocratique, basée sur une commission électorale indépendante. Les 2 instructions-là, c'est les termes de référence pour la commission pour faire son travail. Les 2 phrases-là suffisent déjà à la commission d'experts
faire le travail pour produire une loi électorale qui tienne compte des normes internationales et des bonnes pratiques en matière électorale. Le travail est fait. La commission présente le travail au gouvernement. Le gouvernement invite les partis politiques. La commission présente le travail aux partis politiques. Ceux qui ne comprennent pas, on leur explique. S'il y a des partis qui semblent ne pas être convaincantes, que les partis politiques ont identifié, oui, on fait sortir ça là. Et puis ensemble, on apporte des solutions. C'est la démarche. C'est la démarche. C'est ce qui se fait un peu partout. C'est ce que j'ai cru que les gens allaient faire. C'est ce que j'ai cru que les gens allaient faire. On nous invite, nous allons exposer nos préoccupations. Et au terme de l'exposé de nos préoccupations, on met sur pied une commission technique composée de spécialistes pour élaborer la loi. Et voilà ce qu'on nous a amené à faire. C'est ce qu'on nous a amené à faire. Je ne dirais pas que est-ce que nous avons... Non. C'est ce que nous avons amené à faire. Donc je dirais que techniquement, c'est la mauvaise voie qu'on a pris depuis des années là, c'est ça qui continue. Je ne suis pas d'accord pour ça. On ne peut pas continuer avec ça. Donc, il faut régler le problème togolais, mettre sur pied une équipe technique composée d'experts, d'administrateurs électoraux, 7 personnes, 4 spécialistes indépendants et 3 de partis politiques. 7 personnes suffisent pour élaborer une loi électorale qui tienne compte des normes internationales, basée sur une commission électorale indépendante. Point barre. En matière de thèmes de référence, les 2 phrases là suffisent déjà pour la commission pour faire le travail. Voilà. Donc, je disais qu'on n'a pas à dire qu'on est satisfait ou pas. Non, tout le monde fait le travail. Chacun fait ce qu'il peut faire. Vous savez que c'est très difficile aujourd'hui hein, au Togo. Moi, je félicite beaucoup de journalistes qui font le travail vaille que vaille. Hein. Quand je les regarde, bon, c'est ça le Togo. Donc nous, on continue la communication. On continue la communication. Nous allons suffisamment informer les Togolais. On verra la suite. Notre acceptation d'aller à cette table de discussion, c'était pour affaiblir les contestations électorales du candidat de la DER. Quelle contestation électorale? Non, 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 non. Nous sommes au Togo. Quelle contestation? D'abord, avant les élections, vous vous souvenez, vous, que eux-mêmes avaient dit qu'il n'y aura pas de contestation. Après les élections, tout le monde n'a qu'à rester chez lui à la maison et qu'à midi, le candidat ira chercher le pouvoir. Alors, de quelle contestation parlez-vous? Et après les élections, ils sont partis en déclarant eux-mêmes qu'ils sont rentrés dans un champ de maïs. Alors, qui fait la contestation que nous voulons annihiler? Non, 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 non. Donc, nous, on attend que leur candidat revienne au bercail 10 ans, 20 ans après. C'est ça, c'est ce que vous voulez? Non, non, non. Nous, on est un parti politique. Hein? On est un parti politique. Chacun a choisi sa voie. Et si nous avons dire que nous avons opté pour ce dialogue-là, si nous sommes devenus un parti modéré. Donc, chaque période, chaque chose a sa stratégie. Chaque période a sa stratégie. Nous avions, par notre président national, M. Jean-Pierre Fabre, adressé, je crois, 2-3 fois de lettres au chef de l'État pour lui dire que, telle que la situation est là en matière électorale, qu'il faut une rencontre entre partis politiques pour la réforme sur le plan électoral. Nous lui avons adressé, je crois, 3 lettres. 3 lettres, sans suite. Alors, nous pensons que il serait ridicule qu'après avoir
adresser 3 lettres à ce dernier et qu'il nous invite pour une rencontre, pour discuter du cadre électoral, que nous disons que nous n'y allons pas. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes quand même raisonnables dans notre parti. Donc, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Nous avons choisi aller là-bas, aller les écouter, donner nos points de vue sur les différentes questions, puisque au début même, ils ont dit que les thèmes sont ouverts. On pouvait discuter de tous les thèmes que chaque parti va mettre sur la table. Les gens ont choisi de ne pas aller, donc ce n'est pas notre problème. Et nous sommes un parti démocratique et nous faisons le travail qu'il faut. Ils ont choisi d'aller dans leur champ de maïs. S'ils doivent revenir 10 ans après, nous n'allons pas les attendre. Vous voulez que nous les attendre 10 ans après? Non, on ne va pas les attendre. Et attendez. Et vous pensez qu'on ne se connaît pas dans ce pays? Le combat là, la lutte elle-même là, ce n'est pas à l'extérieur. Hein. Je n'ai pas ignoré que l'extérieur aussi ne peut rien faire. Je n'ai pas ignoré que l'extérieur ne peut rien faire. La lutte, elle est de l'intérieur. Elle est plus de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, s'il vous plaît, que les gens ne nous distraient pas avec ces mots-là. Nous faisons le travail d'un parti politique. Voilà ce que je peux répondre pour cette question. Aujourd'hui, c'est avec le président Erdogan que le Togo pense nouer une coopération économique et développer une coopération économique et politique. Quelle appréciation on fait de ça? Non, bon. C'est un chef d'État, non? François Singou était un chef d'État, Erdogan aussi est un chef d'État. Qu'est-ce qu'il a pensé que par cette relation, il peut améliorer le sort des Togolais? Mais seulement que je suis désolé. Je suis désolé que d'une part, cette relation avec la Turquie, c'est une relation dictatoriale. Quand deux dictatures décident de se réunir, de quoi vont-ils parler? Ils vont parler seulement surtout des armes. Qu'est-ce que Fonya Singh va trouver au niveau de Erdogan? Les armes. C'est ce que moi je pense. Les armes pour consolider son pouvoir. Or, la Guinée n'avait-elle pas des armes avant que le président guinéen ne soit jeté en prison aujourd'hui? Non, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens prennent conscience. Ce n'est plus une question d'armes. Ce n'est plus une question d'armes. À un moment donné, il faut reconnaître qu'on a échoué lamentablement. Et que les Togolais ne trouvent pas à manger. Les Togolais ont faim. Les Togolais ont soif. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Ce n'est pas courir de pays en pays, de chef d'État en chef d'État. Ce n'est pas mettre des milliards dans l'achat des armes qui règle le problème des Togolais aujourd'hui. Les Togolais ont faim. Qu'est-ce qu'il faut pour régler la faim des Togolais? Les Togolais sont malheureux. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Courir après les trucs, non, ce n'est pas ça. Il faut que les gens prennent conscience pour dire, écoutez, on est en train d'échouer lamentablement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Appeler l'opposition. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en train de parler des réformes. Revenez sur les réformes. Moi, ce qui me fait sourire, je l'ai dit quelque part, les gens n'ont pas compris. Je dis, moi là, je suis un spécialiste en management du développement territorial. La dernière fois, ils ont fait sortir un programme national qu'ils appellent le PND, Projet national de développement, qui doit clôturer, je crois, en 2022.
Nous sommes en 2021. Un truc que j'ai lu, c'était bon. Un projet de territoire, c'était très bon. Espace national. Mais est-ce qu'ils ont eu les moyens pour le faire? On parle aujourd'hui de 20 milliards de la BOAD à décaisser quand pour réaliser quoi par rapport à ce qu'ils ont prévu? Le problème est là-bas. Les Togolais n'ont qu'à prendre conscience. Mais on ne faut pas toujours forcer. Quand on force, on force, on force là. Vous voyez ce qui s'est passé en Guinée la dernière fois? C'est ça. Est-ce qu'il faut arriver à... Il faut continuer jusqu'à cette étape-là avant qu'on le comprenne que ça ne va pas? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je l'ai dit tout à l'heure, un bon projet. Le PND. Un projet d'intelligence économique. Il va se baser sur l'ingénierie de développement économique territorial. Est-ce qu'on a trouvé les moyens pour mettre ça en application? PIA, la plateforme. J'ai fait un tour là-bas. Je n'ai rien vu, moi. C'est ça. C'est ça. Revenons. Mais moi, j'ai honte. Lorsque on est à côté d'un pays, je continue par le dire. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. La vérité blesse. La vérité blesse. Regardez l'effort que le Ghana est en train de faire. Le Ghana est à côté. Regardez l'effort que les Ghanéens sont en train de faire. Mandat par mandat. Mandat présidentiel par mandat présidentiel. Regardez ce qui se fait au nord ici, là, le Burkina Faso. Un pays de l'interland. Regardez ce qui se fait aujourd'hui au Bénin. Quel que soit ce que les gens disent. Je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit qu'au Bénin, à côté, il y a un frémissement du développement. Un frémissement du développement. Ce que les gens à la Béninois là ont fait en 4 ans, je dis bien 4 ans, hein, ce n'est pas 5 ans. Pas compter les 5 ans. Parce que déjà à la fin de la 4e année, ils sont déjà en train de faire le bilan des 4 années passées avant de rentrer dans la 5e année pour les élections. Il y a un frémissement de développement. Vous voyez comment les choses se passent? Si ça doit continuer pendant 2, 3, 4, 5 mandats de 5 ans en 25 ans, vous allez voir ce que ça va donner au Bénin. C'est comme ça on dirige un pays. C'est comme ça on conduit une nation. C'est comme ça on conduit une nation. Un président qui maîtrise les dossiers. Un président qui maîtrise les dossiers. Qui apprécie les dossiers. Voilà. Chers amis, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Nous avons dit ce que nous pensons. Nous avons émis nos idées. Et il appartient à chacun d'éclairer la lanterne de nos compatriotes sur le terrain. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la possibilité de suivre ce que nous venons d'échanger entre nous. Vous êtes la bougie qui doit éclairer nos compatriotes partout où nous nous situons. La lutte doit se poursuivre. Nous devons continuer la lutte pour libérer notre peuple. Chers compatriotes. Et vous savez, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Et il faut que je le dise. Les gens pensent que aujourd'hui là, c'est rester sur les médias ou bien sur les réseaux sociaux pour insulter, mentir, pour annihiler les efforts que nous autres faisons sur le terrain à Lomé. Ils se trompent.
Ils se font du mal. Tous ceux qui font tout ça là. Moi, je leur adresse des messages et, par leur boîte électronique pour dire que ce que vous faites là, pour dire que celui-ci est mauvais, celui-ci ne connaît rien, celui-ci n'a même pas le bac, celui-ci est un voleur. Mais vous qui êtes à l'extérieur là, quand est-ce que vous allez rentrer au pays? Tout le monde, les gens sont en train de rentrer chez eux. Vous, les Togolais, nos frères Togolais, vous êtes à l'extérieur. Quand est-ce que vous allez rentrer au pays? Vous croyez que c'est en insultant ceux qui sont en train de mener le combat sur place que on va libérer le pays? Vos amis qui sont partis là, qui sont en Guinée, ceux qui sont au Ghana là, à côté, ou bien qui sont en Europe là, qui les empêche de rentrer? C'est nous qui les empêchons de rentrer. C'est l'ANC qui empêche les gens de rentrer. Non, de grâce, prenez conscience de ce que vous faites. Prenez conscience de ce que vous faites. C'est si grave que ce n'est pas la solution. Quand moi je vois certaines personnes écrire ces trucs-là sur les réseaux sociaux, sous prétexte qu'on veut détruire tel parti, on veut détruire telle personnalité, vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Ceux qui vous donnent l'argent pour faire ça, ils vous trompent. Parce que nous, là, au Togo, on se connaît. On connaît tout le monde. On connaît tout le monde. Personne ne nous trompera. Nous étions là quand les gens dans ce pays-là faisaient les frasques. On est à tel ministère, on est à telle direction, et finalement on est devenu milliardaire. Les milliards sont passés par où aujourd'hui? Les milliards sont passés par où? Non, quand même. Tout le monde est libre de militer au sein de son parti politique. Mais quand vous êtes de l'opposition, vous devez prendre conscience, vous devez tourner 1000 fois la langue. Vous devez réfléchir 1000 fois avant de dire des trucs, des conneries sur vos compatriotes. Vous n'allez jamais rentrer au pays. Vous n'allez jamais, en faisant ça là, ce que vous faites de l'extérieur là, vous n'allez jamais rentrer au pays. Je suis désolé. Ça ne prouve pas que vous avez euh, 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 une capacité de réflexion aussi importante. Tel que vous vous comportez, ce que je lis, ce que je vois, vous passez sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas ça. Je suis désolé. Merci. Bonne soirée à tous.